Bonjour Oscar, Bonjour Nicolas, ça va? ça va très très bien. Bon, j'ai glissé sur le trottoir ce matin, l'hiver russe, encore un coup de Poutine, c'est terrible. Ah, encore un coup de Poutine. Gel importé là sous mes chaussures, c'est pas possible. Enfin, Les pluies verglaçantes, hein, c'est de la géo, c'est certainement du géo-ingénierie climatique. Hein, c'est même les torrents, les pluies torrentielles, les gouttes et oui, froides, ça et, vient du froid, ça vient de Poutine, tout ça, tout ça, indéniablement. voilà, exactement. Alors, mon cher Oscar, on rappelle en effet aux éditions Séléna Animalia, Raphaël a raison de parler à la fois de l'acuité de ton analyse politique et de ton humour légendaire qui fait de toi et qui a fait de toi pendant des années d'ailleurs une arme de combat redoutable au service de l'UDC, ton parti dont tu étais vice-président, dont tu étais fondateur aussi de l'UDC de ton canton, dont tu as eu et effectué des missions d'un rang d'un ministre dans le Valais, évidemment. Voilà, donc plusieurs vies, Oscar. C'est à la fois un professeur, à la fois un compositeur de musique aussi. Il faudra qu'on vous fasse découvrir, les auditeurs de Radio Courtoisie l'ont découvert déjà, mais il faut qu'on fasse découvrir un jour aux internautes de Géopolitique Profonde les talents, entre autres pour ceux qui aiment la country, d'un duo, Oscar, que tu composes avec, rappelle-moi, c'est Bonvin, non? Comment s'appelle-t-il Paul déjà? McBonvin. Paul Paul, McBonvin. Voilà. ouais, ouais, Avec rappelle-nous le titre du CD et comment on peut l'acquérir. America, on le trouve sur toutes les plateformes musicales. Vous tapez America, normalement ça sort Paul McBonvin, et puis c'est 15 chansons, l'histoire des États-Unis traitée en 15 chansons, si on veut. Voilà. Un Et, voyage c'est, et tu en biographique. es le compositeur. Et j'ai fait voilà, j'ai écrit les textes et Paul Mac, je l'appelle le Mozart des Alpes, a fait la musique. Donc voilà, non, ça a bien, le CD a très bien marché. Ouais. Alors, Oscar, peut-être évoquer, avant de parler de la situation proprement géopolitique, euh, des, se réjouir, on n'a pas beaucoup d'occasions de se réjouir, les patriotes, hein, quand même, se réjouir de ce qui semble apparaître de plus en plus comme une espèce de vague patriote. Beaucoup disent populiste suite à l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis d'Amérique. On voit des indicateurs, dont le dernier en date en Roumanie, dont tu vas nous parler aussi, Oscar, qui sont plutôt des signes intéressants du réveil des peuples face aux oligarchies mondialistes. Oui, moi je les appelle des mouvements souverainistes. Je dirais que c'est plus Oui. neutre, et ça correspond mieux, c'est-à-dire que tous ces mouvements ont en commun qu'ils aimeraient retrouver des instruments donnant à leur État-nation, qui est né quand même historiquement, qui a tout un cheminement, hein, pour arriver à ce qu'il est devenu dans les temps modernes, comme la Suisse, hein, c'est un très très long cheminement. Donc retrouver la possibilité de décider pour eux-mêmes de leur politique. Et c'est ces mouvements-là qui sont en train de prendre le dessus. Alors évidemment, dès que des mouvements de ce type-là interviennent et qui contrent un peu cet projet, disons, mondialiste, donc l'Union européenne étant qu'une des étapes qui devait amener à cette nouvel ordre mondial qui est en train de se casser la figure à cause évidemment, en raison surtout de la guerre en Ukraine. Mais enfin, bref, c'était quand même le projet. Et ces pays maintenant s'aperçoivent, comme la France par exemple, avec cet accord qui doit être conclu avec le Mercosur, que en fait la France a complètement perdu la souveraineté sur, par exemple, cet objet-là qui concerne quand même la souveraineté alimentaire du pays. C'est quelque chose d'important. Si vous détruisez en plus que la France est désindustrialisée, si elle détruisait en plus encore son agriculture, mais qu'est-ce qui va bientôt rester à la France? Ça devient un pur, je ne sais pas, état de service, une sorte d'entreprise, et donc extrêmement vulnérable, qui n'est plus capable de subvenir à ses propres besoins. Donc là, il y a bien sûr qu'il y a une collaboration entre les nations. C'est d'ailleurs ce que les BRICS prônent, hein, une sorte de multilatéralisme avec des pays qui négocient, qui collaborent les yeux dans les yeux, mais d'égal à égal, et non pas cette colonisation par le dollar, ou disons à travers le dollar, de cette colonisation du monde par l'Occident qui maintenant touche à sa fin. Alors ces mouvements prennent maintenant de l'envergure. Pourquoi? Parce que tout va mal.
parce que les sanctions, ça a été un formidable coup de, de balle dans le pied, quoi. C'est Sanctions contre la Russie. complètement, les sanctions contre la Russie, là, se sont complètement retournées contre les nations qui les ont prononcées, sur ordre évidemment des anglo-saxons qui nous veulent toujours tellement de bien, n'est-ce pas? Et en fait, qui veulent surtout nous utiliser comme, comme un peu comme des colonies modernes, un peu comme ouais, leurs serviteurs. C'est un terrain de jeu pour eux, et qui profitent évidemment énormément de tout ce qui va mal en Europe. Donc les plus grands profiteurs actuellement de tout ce qui tourne mal chez nous, ce qui est en train d'amener l'Europe à une grave récession, les plus grands profiteurs de cela, c'est les Américains. Hein. C'est très clairement, c'est pas les Russes du tout pour l'heure actuelle. Les Russes, en fait, ils seraient très contents d'avoir une Europe prospère et forte et de contribuer à cette Europe forte et prospère en livrant à cette Europe forte et prospère les matières premières dont ils disposent à profusion. Mais une énergie à bas coût. Exactement, et c'est surtout ces prix de l'énergie qui ont détruit, en tout cas, ce qui se passe au niveau de la sidérurgie, de l'industrie automobile allemande, etc. Et on a les suites, même en Suisse, puisque beaucoup d'entreprises en Suisse, ou un certain nombre, étaient des livreurs directement d'entreprises de ce type-là en Allemagne. Et vu que en Allemagne, ils sont en pleine récession, ils sont en train d'outsourcer ou de fermer des usines ou de mettre des gens au chômage, etc. On ressent ça également chez nous. Hein. Donc, la situation est mauvaise. C'est exactement ce qui a amené Trump à être élu. Donc, c'est à peu près le copier conforme de ce qui s'est passé aux États-Unis. Les gens, tout à coup, se disent, attends, l'inflation, c'est pas possible, les énergies coûtent cher, donc le panier de la ménagerie, de la ménagerie, Ça, c'est Animalia, ça. est devenu beaucoup plus onéreux, etc. Non, mais que font ces politiques? Ces politiques, bah, ils suivent un plan idéologique. C'est souvent des gens qui sont liés à Klaus Schwab et au World Economic Forum, là, les Young Global Leaders. C'est pas, regardez Macron, ce qu'il est en train de faire. C'est absolument évident. Il n'a aucun intérêt à ce que les Français vivent de manière prospère et heureuse et soient soutenus par un président qui est au service de leurs intérêts. Ce n'est pas du tout le rôle de Macron là-dedans. Il a été placé là par des lobbies puissants. Et maintenant, c'est retour sur investissement et Macron obéit à ses maîtres. Et c'est dramatique que les peuples se laissent tromper ainsi. La Suisse ayant la démocratie directe, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de chèque en blanc pendant une législature, c'est-à-dire que chaque objet traité au Parlement peut être soumis au peuple, et le peuple souvent dit niet, on ne veut pas. Et ça, c'est la démocratie directe. Donc, il y a une sorte d'instance de contrôle, il y a un dernier frein. Il y a le peuple qui a le dernier mot, qui est le souverain, et ça c'est pas le cas ailleurs. Maintenant, on voit qu'en en Roumanie, je ne sais plus le nom maintenant, comment il s'appelle, Georgescu, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah oui, voilà, un homme qui, lui, a tout à fait compris quel rôle important peut avoir la Russie dans la prospérité de la Roumanie, puis qui se dit, mais pourquoi est-ce que je devrais suivre des injonctions à des sanctions, à la violence, à la guerre, qui, en plus, maintenant, ça commence vraiment à sentir le roussi, hein, parce que quand je vois que Biden est en train de réfléchir à livrer aux Ukrainiens des armes nucléaires, enfin, la réflexion a été, j'ai vu dans des blogs que cela pouvait était en tous les cas en train d'être discuté dans l'entourage de Biden. Je me dis que Alexander Mercouris, que j'écoute tous les jours, qui est un blogueur britannique, grec d'origine, qui est vraiment excellent, il avait dit en été, les moments les plus dangereux pour la planète, que la planète aura jamais vécu, ce sera la période entre le moment, si Trump devait gagner, entre le moment où lui gagne les élections et le moment où Biden lâche le pouvoir. Parce que ce type est vieux, ce type n'a plus sa tête, il est dirigé par des fous, il y a derrière lui des fous du Deep State, et à ce moment-là, tout sera possible et ça sera Il avait dit, pour le monde. Il l'a dit au milieu de l'été.
Et donc, un vrai visionnaire. Il a dit, ne vous trompez pas, c'est ça le moment le plus dangereux parce qu'il n'y a pas de contrôle sur ce type à ce moment-là. Personne ne le contrôle, si ce n'est les mêmes néfastes qui l'ont toujours contrôlé dans les coulisses. Et ces gens-là, c'est des va-t-en-guerre, c'est des fous. Donc, qui ont un agenda qui n'a rien à voir avec le bien-être des gens et la paix dans le monde, hein, ça c'est garanti. Donc, il y a des mouvements de réaction. On voit en Autriche, dans la Steiermark, le FPE qui fait 35%, il double. Non, mais on n'a jamais vu ça en Autriche. Il double sa force électorale en une année. Donc, il passe de 17 à 35%. C'est absolument du jamais vu. Et les conservateurs, ils ont perdu 9%. Et maintenant, de nouveau, ils essayent de bricoler une sorte de gouvernement comme en Allemagne, comment on appelait ça, traffic light, là, die Ampelregierung, ça veut dire une sorte de feu de signalisation, puisque vous aviez les bleus, les verts et les rouges. Mais après, les couleurs peuvent varier. Donc, c'est en fait la coalition des perdants pour empêcher le fort et empêcher, si on veut, un gouvernement résolument conservateur de droite. C'est parce que si le FPE et puis le EVP, c'est-à-dire les Noirs, les conservateurs, se mettent ensemble, ils ont une large majorité pour gouverner et en plus une certaine identité de vue, puisque c'est deux partis plutôt de droite conservatrice. Donc, ils auraient une possibilité réellement de faire une bonne politique. Alors que si vous mettez les communistes, parce qu'il y a un certain Babler là-bas qui est chef du Parti socialiste autrichien, non mais c'est un gars qui fait l'apologie de Staline. C'est absolument ahurissant. Donc, vous avez là un gars qui est totalement, mais staliniste, on peut le dire. Dans un livre, il a clairement vanté les vertus du système stalinien. Et ce gars-là, il va être l'allié de Nehammer, qui est le chef des conservateurs, des chrétiens conservateurs, si on veut. C'est ça un peu le parti de base, EVP. Mais c'est ahurissant de s'allier à quelqu'un de ce type-là. Puis en plus, les mouvements de gauche, si je prends en Allemagne, par exemple, dans certains Länder, avec ces alliances-là, il se retrouve que le peuple a voté, par exemple, en Thuringe, il a voté à 61% pour les deux partis conservateurs, si on veut, le CDU et puis l'AfD. 61%. Donc, c'est un peuple qui s'est exprimé pour une tendance de droite conservatrice. Et qu'est-ce qu'ils obtiennent ? Un gouvernement où le CDU s'allie à plusieurs mouvements de gauche et qu'il est minorisé dans ce gouvernement, parce que les différents alliés de gauche réunis sont plus forts que la CDU dans cette alliance. Ce qui veut dire qu'ils ont voté à 61% pour un gouvernement de droite conservatrice et ils obtiennent un gouvernement d'extrême gauche. Non mais c'est absolument ahurissant. C'est ce qu'on a failli avoir en France, Oscar, avec Lucie Castet. On a failli avoir exactement la même chose, mais ça ne s'est pas fait, bon, pour d'autres raisons franco-françaises, mais qui pourrait d'ailleurs demain arriver quand même. Hein. Oui, alors évidemment, maintenant, on a des mouvements de ce type. Nous, on a eu ici en Valais un vote sur une loi climat dans le, fallait combattre le CO2 à peu près dans tous, jusqu'à la consommation de la viande, les us et coutumes dans la mobilité, etc., etc. Donc c'était vraiment très invasif. C'est quelque chose qui était une loi générique, mais qui ensuite aurait eu une incidence sur toutes les autres lois qu'on aurait votées par la suite au Parlement ou devant le peuple. C'est-à-dire qu'il fallait à chaque moment impliquer dans l'élaboration des lois cette loi qui chapeaute tout, parce que c'est évidemment la fin du monde et c'est l'agenda numéro 1 qui intéresse les gens. Donc moi je pense que les gens, ils ont surtout envie d'arriver à survivre à la fin du mois. Donc d'abord, ça c'est le plus important, et la fin du monde, on verra, parce que pour le moment, c'est pas encore prouvé que le CO2, c'est la raison de la fin prochaine du monde. Et donc là, le peuple a voté non, et nous étions, nous l'UDC, le parti qui avons rassemblé les signatures, qui avons lancé le mouvement. Ensuite, quelques autres groupes se sont associés à nous quand ils ont quand même réalisé qu'on avait une chance de gagner d'abord, et on a triomphé. 56% ont voté contre cette loi qui avait été votée par 93, donc 93 voix contre 30 au Parlement. Donc le peuple,
Vous voyez la force de la démocratie directe. Le peuple dit non, niet, on ne veut pas de cette loi, on ne veut pas se faire dicter tout ce qu'on fait dans la journée, ce qu'on mange, ce qu'on consomme, comment on se chauffe, etc., etc. Alors qu'il y a déjà une loi climat qui avait été votée au niveau suisse. Le canton voulait encore avancer de 10 ans le point zéro là, pour le CO2. Le peuple a dit non, on ne veut pas. Donc, de plus en plus maintenant, il y a un désaveu des élites au pouvoir, mais parce que ces élites au pouvoir ne respectent plus du tout le peuple, parce qu'ils ne s'intéressent même plus au bien-être du peuple. Cette notion de bien commun du temps, moi je faisais de la politique, on avait un souci de bien commun, de prendre des décisions qui serait au bénéfice du quotidien des gens, et puis on se contentait plus ou moins de cibler des problèmes concrets. C'est-à-dire, on ne venait pas avec une idéologie toute faite. On se disait, mais où est-ce que les gens ils ont un problème? Et on était à l'écoute des gens pour savoir où sont les problèmes. Il faut être à l'écoute des gens, il faut les rencontrer. Et ça, nous, en Suisse, on le fait. Et ensuite, on se dit, ah tiens, c'est vrai, là, il y a un réel problème. Et alors après, on va chercher des solutions et on règle le problème. Et c'est ça, être un serviteur du peuple, c'est ça, être au service des gens et s'intéresser à leur quotidien. Et alors, les problèmes peuvent paraître des petits problèmes pour celui qui est riche et qui ne se soucie pas de ses fins de mois, mais ils sont des fois insurmontables pour le simple citoyen ou le prolétaire que les partis de gauche ont depuis longtemps abandonné. Donc, c'est les partis qui se soucient de ces problématiques quotidiennes, ces ennuis au jour le jour. C'est ces gens-là qui sont en train maintenant de prendre le dessus parce que, et ça c'est un deuxième mouvement intéressant qui a démarré là aux États-Unis, on le voit très très clairement. Vous avez donc un candidat qui a le 90% des médias contre lui, qui a voire 2 fois et demi, 2 moins d'argent que son adversaire, qui triomphe. Parce qu'il y a de nouveaux moyens de communication qui permettent de contourner ces médias officiels qui, en fait, sont absolument mensongers, disons qu'ils sont aux ordres, qu'ils ne font que transmettre le message que le gouvernement ou la CIA derrière ou le Deep State le veulent bien leur dicter. Donc, c'est une sorte de... Voilà, c'est plus de la communication objective, c'est clairement dirigé de A à Z. Et ça, c'est la fin. De la propagande. Ouais. Et on voit CNN CNN un système de type totalitaire. Voilà. CNN qui s'assume de plus en plus comme totalitaire. Et Elon Musk, maintenant, qui parle de racheter la MS, l'autre grande télévision là, qui est à vendre maintenant, parce que les auditeurs ont compris que ils leur ont raconté des conneries pendant toute la campagne électorale. Et donc, maintenant, ils se sont détournés de ces médias-là. Ils vont vers Joe Rogan. C'est des blogs de ce type-là qui Joe Rogan, il a régulièrement des dizaines de millions de spectateurs sur son blog. C'est le blog le plus important du monde. Et Trump est allé vers ce blog-là et pas Kamala Harris. Et ça, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'Union européenne, on voit au Brésil, on voit un peu partout, on essaye maintenant de nouveau de censurer ce dernier espace de liberté. Sûr. Mais c'est pas aisé de le faire, c'est pas si facile. Et là, les gens, ils réagissent, ils commencent. Et puis, vous avez toujours des moyens de contourner, parce que sur Internet, c'est quand même extrêmement difficile. On a vu Telegram, par exemple, c'est apparu à un moment donné où les réseaux sociaux normaux, enfin, ils commençaient à censurer, et Telegram a pris un essor formidable. Maintenant, on a mis en prison le propriétaire de Telegram sous des arguments fallacieux. Donc, ils vont toujours essayer de faire des pressions. On fait des pressions sur Elon Musk, mais je crois que le système, vous ne pouvez pas arrêter un fleuve avec un filet. Ça, c'est pas possible. Donc, vous pouvez tendre le filet que vous voulez, l'eau, elle passera quand même. Donc, c'est impossible. Comme le disait Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Oui. Il y a une course de vitesse, j'ai l'impression, Oscar Freisinger, entre Oui. justement les menaces, le danger et ce qui pourrait être salutaire au travers le réveil des peuples. Qui va gagner cette course de vitesse? Moi, je ne pense que c'est quand même la grande majorité du peuple qui va l'emporter, parce qu'ils peuvent tenir un certain moment. Les digues, ça tient un peu. On essaye de boucher les trous, on essaye de réparer tout ce qu'on peut, mais il y a un moment donné,
l'eau, elle emporte tout sur son passage. Alors, ça ne se passera pas par je ne pense pas, j'espère pas, par des révolutions du type de ce qu'on a vu dans le passé, révolution russe ou française, qui sont évidemment des bains de sang. J'espère pas que ça passera par cela, mais ce n'est pas même impossible qu'un jour, on retrouve des situations qu'on croyait depuis longtemps révolues et qui reviennent par la porte de derrière, parce que les politiques, à un certain moment, n'ont pas été attentifs au peuple. J'ai mon père qui disait toujours, qui est décédé depuis quelques années, mais il avait une phrase: si les rois s'étaient comportés comme des rois, ils seraient encore rois. Et je trouvais bien cette phrase. Elle m'a dit, j'étais tout gamin, je me souviens de ce. Et c'est tellement juste. On peut le dire maintenant aussi, si les serviteurs du peuple, soi-disant serviteurs du peuple, ils sont élus démocratiquement, si ces serviteurs du peuple servaient réellement le peuple, bah, ils n'auraient pas à craindre pour leurs petits postes, leurs petits avantages, et puis bah, éventuellement même leur vie, si tout à coup ça tourne vraiment mal. Si finalement ça tourne vraiment mal, ouais, c'est bien le. Est-ce que les indicateurs sont les mêmes? Tu connais bien la situation en Allemagne. Bon, le regard sur la France, on le connaît, on va peut-être pas en reparler, j'en ai déjà parlé dans cette matinale, mais il y a L'Allemagne. l'Allemagne est quand même j'ai envie de dire, un fossé compagnie, hein. Le moteur franco-allemand, ce n'est pas avec l'Allemagne que Macron va faire la guerre. C'est pour ça qu'il s'est retourné vers les Britanniques et qu'il n'aura finalement peut-être plus que les pays baltes avec eux, avec lui prochainement. Mais l'Allemagne, justement, a fait défaut actuellement, hein. Ah, alors l'Allemagne, il y a eu un retournement parce que la CDU, le Friedrich Merz, donc le chef de la CDU, il avait dit, si je prends le pouvoir, puisque le gouvernement actuel qui a amené l'Allemagne maintenant au bord du gouffre, hein, il est en train il va y avoir la question de confiance qui va être posée. Oui. Et alors, on peut, si le Parlement ne renouvelle pas la confiance, donc il y aura de nouvelles élections au mois de février-mars, avant donc le mois d'octobre, où il y aurait normalement des élections prévues. Et ce qui se passe, c'est que le Friedrich Merz, à un moment donné, il s'est retrouvé maintenant dans une situation extrêmement difficile parce qu'il a dit, je donnerai 24 heures de délai aux Russes, hein, un ultimatum de 24 heures. Et si en 24 heures, ils ont pas retiré leurs troupes de l'Ukraine, Crimée comprise, je livrerai des missiles Taurus à l'Ukraine. Non mais attendez, alors là, en Allemagne, ça a réagi, mais rapidos. On a vu dans les sondages tout à coup la CDU faiblir, Merz étant très fragilisé par cela, et ils ont fait une volte-face hier. Donc la CDU, maintenant qui déclare qu'elle est contre la livraison de ces missiles à la Russie, mais les libéraux qui ont quitté le gouvernement actuel, qui tout à coup reviennent à la charge et qui disent qu'il faut livrer des missiles à la Russie. Bon, mais les libéraux, ils ne comptent plus, donc on s'en fout. Il faut livrer des missiles à la Russie, non, à l'Ukraine. À l'Ukraine, oui. Donc, mais ils sont maintenant tellement faibles. Ils ont plus que, dans les sondages, ils sont en dessous des 5%. Ils ne seraient même plus représentés au Bundestag s'il y a une élection. Mais maintenant, la FDL elle réfléchit, parce qu'elle est actuellement à 18-20%, disons là autour. Et elle se dit, pourquoi se précipiter à vouloir une élection accélérée, enfin avancée? Laissons ce gouvernement aller jusqu'au mois d'octobre. En attendant, la CDU continue à s'affaiblir et nous, on prend de l'envergure et on pourra réellement peser. Pourquoi? Parce qu'on deviendra incontournable. Parce qu'ils ont bien vu ce qui s'est passé en France, où vous avez en fait le parti le plus fort, c'est le Rassemblement national, qui se retrouve en troisième position par la logique des lois électorales, mais qui est en fait, en nombre en valeur d'électeurs, le premier parti de France et de loin. Et c'est la même chose qui risque d'arriver si l'AfD n'est pas assez forte, elle ne pourra pas suffisamment peser, ou elle sera exclue, si on veut, de la formation de gouvernement, et on retrouverait peut-être une grande coalition entre les socialistes et la CDU. Maintenant, c'est une pesée. Je ne sais pas si ça se fera. On ne sait pas exactement là maintenant. C'est encore ouvert. Parce que l'avantage, évidemment, dans cette phase maintenant extrêmement dangereuse pour la planète, c'est que Scholz, lui, il est clair, il livrera pas les missiles Taurus. Mais il n'y a même pas besoin de ça, parce que le missile Taurus, par rapport aux ATACMS américains et puis aux Scalp français, Storm Shadows britanniques, il a peut-être 200 km de plus d'envergure. Donc, on pourrait aller 200 km plus loin dans le territoire russe. Mais c'est la seule différence. Pour le reste,
il peut être arrêté aussi comme le sont les autres missiles. Donc on voit que sur, je dirais, la proportion actuellement sur les missiles qui ont été envoyés jusqu'à maintenant, il y a eu 4 attaques en gros, il y a chaque fois un missile sur 5 qui passe, en gros en moyenne, 1 sur 5 qui passe. Les autres sont descendus. Donc les Russes ont quand même une capacité de limiter les dégâts. Une chose qui est certaine, c'est que ça n'a aucune influence sur ce qui se passe au front. Et sur le front, en tout cas dans le Donbass Sud, le front est en train de s'effondrer complètement. Donc là, alors, les Russes, ils avancent chaque jour, ils prennent des territoires énormes. Les derniers bastions fortifiés qui tombent, et puis la poche de Koursk, c'est en train de se fermer. Je crois que les Ukrainiens, ils ont encore 40% du territoire de ce qu'ils avaient occupé au moment où ils sont entrés dans le territoire. Dans l'oblast de Koursk. Donc, ça se passe très, très mal. Les soldats qui sont maintenant envoyés au front, c'est des gars qui ont été forcés. Ils les ont pris manu militari dans leur van, là, et on voit, il y a pas mal de films sur Internet comme ça se passe, et qui ne sont pas du tout motivés, qui ont quasiment pas de formation militaire et qui sont de la chair à canon. Donc, ils se rendent très vite, ils ne tiennent pas leur position. Ça commence à sentir le sapin, là, je dirais. C'est à peu près l'Allemagne début 45. On en est là maintenant. Ça peut ensuite aller très vite. Vous savez, ces guerres de ce type-là, je prends comme exemple la guerre civile américaine, les États du Sud, on peut tenir assez longtemps et à un certain moment, après, ça va très vite. C'est comme l'Allemagne en 14-18, où vous avez pas mal de ces guerres. C'est quand c'est des guerres d'attrition, le pays inférieur en production industrielle, il peut tenir assez longtemps, ça semble être à égalité, et à la fin, ça bascule très, très rapidement. Et je pense qu'on est assez proche du point de bascule concernant l'Ukraine. Là, maintenant, ils viennent de faire une attaque sur l'aéroport de Koursk, donc les Ukrainiens. Les Russes vont rétorquer. Moi, j'ai l'impression que ce sera le système énergétique et qu'il n'y aura plus d'électricité du tout cet hiver en Ukraine. Donc, j'ai comme l'impression, avec un exode évidemment de gens vers l'Occident, les Russes sont en train de se dire, bon, maintenant on a assez joué, jusqu'à maintenant on a été encore relativement sympa, mais avec ce qui se passe là, il n'y a pas de raison. Le seul piège qui existe pour les Russes et pour le monde, hein, et c'est ce que essaye de faire Biden, il veut absolument empêcher Trump de pouvoir reprendre le pouvoir dans de bonnes conditions, il veut lui rendre la chose la plus déplorable On a bien possible. compris, Scar, que quand tu dis Biden, tu dis ceux qui sont autour, parce que Ouais, Biden, je pense que d'accord. ça fait longtemps qu'il ne veut plus rien. Mais on a compris. C'est supplétif cérébraux, si on veut. Donc, ils veulent, et puis même lui, il est frustré, etc. Et ils veulent rendre, si vous voulez, la guerre en Ukraine Trump-proof, c'est-à-dire qu'elle puisse résister à Trump. Il faut que cette guerre continue, que Trump ne puisse pas l'arrêter. Mais pour ce faire, ils sont obligés justement de partir dans une escalade. Oui. Et le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont cru jouer malin avec leurs missiles en disant, bon, bah maintenant, si on leur permet de bombarder, on verra que les Russes ne peuvent pas réellement rétorquer à ça, parce que l'étape suivante de l'escalade, c'est la bombe atomique. Or, les Russes viennent d'envoyer un missile sur Dniepropetrovsk, sur un complexe industriel qu'ils ont complètement détruit, avec une fusée absolument nouvelle que personne ne connaissait, et qui a des capacités de destruction absolument extraordinaires sans être atomique. Donc, ils ont encore une étape dans l'escalade qui leur permet de ne pas passer à l'arme atomique. Et ça pose maintenant un problème à l'Occident. C'est pour ça qu'il y a maintenant cette grande panique. On la sent, hein. Il y a Bauer qui dit il faut qu'on fasse des attaques préventives. L'OTAN attaque préventivement la Russie. Non, mais vous entendez Bauer parler, vous dites, mais c'est pas possible. Donc, ce gars-là, c'est Docteur Folamour. Hein. C'est à peu près ça, quoi. Donc, voilà la situation. Elle est Oui, ils sont inquiétante. allés aussi loin, parce qu'en effet, l'Oreshnik montre qu'une précision diabolique avec de conventionnelle obtient le même résultat qu'un nucléaire tactique. Parce que la précision est telle, l'interception impossible, qu'ils peuvent obtenir la même chose. Là où avant, évidemment, on avait des missiles balistiques qui étaient relativement imprécis et qu'on compensait cette imprécision et la qualité d'interception adverse par le nucléaire qui permettait de régler quand même le problème. Et là, en effet, il vient ni plus ni moins, au vu en plus de la situation militaire,
Poutine de dire j'ai pas besoin du nucléaire tactique, ce qui veut dire, et c'est aussi effarant, parce qu'en même temps qu'il a gagné là-dessus, ça veut dire que le coup d'après le nucléaire tactique, c'est le nucléaire stratégique, c'est-à-dire anticité. C'est-à-dire on détruit Paris, on détruit Londres, on détruit Berlin. Oui, bon, mais là, on n'y est pas. Moi, je ne crois pas que Non, ce soit en tout cas pas le but de Poutine. Les Américains vont. Il faut espérer que, malheureusement, on ne peut pas accélérer le temps, mais il faudrait qu'on soit déjà le 20 janvier, ce serait idéal, parce que là, moi, je pense que Trump, lui, va être dans une toute autre logique. D'ailleurs, c'est ce que craignent tous ces va-t-en-guerre. Ils savent très, très bien que l'intention de Trump, il l'a très clairement affichée, et puis son vice-président est encore beaucoup plus net que lui, et c'est J.D. Vance qui va s'occuper de ce sujet-là, d'après ce que j'ai compris. Donc là, cette guerre ne va pas continuer. D'une manière ou d'une autre, ils vont y mettre fin. Et ça, c'est ce que les Américains veulent absolument empêcher. Enfin, ceux qui sont maintenant encore au pouvoir. Mais je ne comprends pas d'ailleurs ce système où on attend 3 mois ou 2 mois et demi avant qu'un président élu il prenne le pouvoir. Ça permet, bon, jusqu'à maintenant, ça se passait plus ou moins bien, mais là, en l'occurrence, ça devient dévastateur. ça se passait bien parce que le président sortant préparait le terrain pour Voilà. le président entrant dans une tradition américaine. Et là, cette tradition est complètement violée. Hein. La haine concernant Trump, parce que c'est le grain de sable dans le système, c'est-à-dire ce gars-là, il les embête tous, parce qu'il y a aussi du deep state du côté des républicains, eux non plus, sont pas tellement, il y a quelques-uns là-dedans, sont pas du tout copains de Trump, donc on s'aperçoit que ce groupe militaro-industriel, cette nébuleuse, cet État dans l'État, que Eisenhower avait déjà thématisé, dont il avertissait le peuple américain. Il disait là, il y a quelque chose qui est en train de se créer aux États-Unis qui ne sera plus contrôlable par la politique et qui a quand même déterminé des décennies maintenant de politique étrangère américaine. Et ça, c'est en train d'être menacé par Trump, très très clairement. Alors, il y en a qui disent ouais, mais Trump, c'est juste une autre forme de. Je ne crois pas. Je crois pas là. Je crois qu'il veut vraiment, il veut assécher le marais. Est-ce qu'il y parviendra? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il va essayer. Et quand on voit les nominations auxquelles il procède, on peut penser que ça va dans cette direction-là. Donc, il faut absolument aggraver la chose. Seulement, le problème reste que. Alors maintenant, les Allemands, non, excusez-moi, les Anglais, bon, qui ont quasiment plus d'armée, enfin, c'est ce qui reste de l'armée anglaise, ça fait rire la planète. Hein. Et puis les Français qui ont une armée un peu plus conséquente, ils veulent envoyer des troupes au sol. Alors, avec le missile que vient d'envoyer l'Oreshnik, là, qui vient d'envoyer, ben, je leur souhaite bonne chance. Et si c'est sur le en fait, Poutine ne peut que rêver que les Occidentaux pénètrent sur le territoire ukrainien. Parce que ça lui permet de ne pas tomber sous la coupe de l'article 5 de l'OTAN, n'est-ce pas? Donc, il pourrait là très clairement envoyer l'Oreshnik, etc. Et alors, quand les cercueils y reviendront, on verra qu'en France, ça réagit très fortement et en Grande-Bretagne aussi. Mais il doit éviter, et ça c'est le piège qu'on tend à Poutine, il doit éviter de toucher le territoire national de pays de l'OTAN. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, il peut livrer des missiles modernes, extrêmement hyper modernes, des Kinjal, ça suffirait déjà aux Houthis, qui descendent d'un déployer, les Houthis, là, qui sont sur la côte. Qui pourrait être utilisé comme un proxy des Russes. Oui. Exactement. Ils sont proches de Djibouti, hein, et c'est pas loin pour aller détruire Djibouti. C'est pas le territoire national français, quelque part. C'est pas la France. Il y a la base anglaise sur Chypre, qui pourrait être une cible, que depuis Tartous, par exemple, les Russes pourraient, mais je pense qu'ils vont utiliser le Hezbollah ou je ne sais quoi, ce sera d'autres qui enverront. Et lorsque les Anglais, les Européens hurleront à la mort et diront, mais c'est les Russes qui ont livré, ils diront, ah ben nous, souvent, on n'est pas responsable des armes que nous livrons à nos alliés, comme vous n'êtes pas responsable de ce que font les Ukrainiens avec vos armes. Vous voyez? C'est ça. Poutine, moi, je dirais qu'il est maître du jeu, là, quelque part. Il faut juste. Mais c'est un joueur d'échecs, il est intelligent. Il l'a montré jusqu'à maintenant. Donc, il a toujours été, même, je dirais, presque trop gentil. À un certain moment, il s'est fait quand même passablement mener en bateau. Hein, sur les accords Minsk 1, Minsk 2, il a tout essayé. Franchement, on peut dire qu'il avait voulu créer une collaboration avec l'Europe plutôt qu'une confrontation. Mais ensuite, on lui fait sauter Nord Stream 2 et
on l'agresse de toutes parts, on le sanctionne. C'est des milliers de sanctions qui sont prononcées qui ne servent à rien. Donc, mais comment voulez-vous que cette personne... Moi, je suis très étonné qu'elle reste encore autant aussi calme, aussi pondérée, aussi précise dans la communication. Quand on compare ça avec la politique américaine, il n'y a aucune comparaison possible. Donc on a là quelqu'un qui est vraiment un homme d'État, qui se rend bien compte des enjeux, qui est responsable de ses actes, mais qui ne veut pas se laisser tout simplement bouffer par les Américains, c'est tout. Voilà, la situation, elle est aussi simple que ça. Mais elle n'est pas facile quand même, la stratégie du fort au fou. Parce que si Poutine est fort, en face, ils sont fous. Il y a ce joueur irrationnel. On pourra en dire quelques mots ensuite sur Israël, le Proche-Orient. Il y a dans le jeu actuel, et étrangement, c'est l'Occident, alors que l'Occident est plutôt théorisé, lui, la stratégie du fort au faible ou du fort au fou. Et bien là, en l'occurrence, celui qui occupe dans l'échiquier la position du fou, c'est l'Occident, l'irrationnel. Il y a une irrationalité manifeste. Et la stratégie, elle n'est pas simple. Est-ce que c'est même, est-ce qu'on est même maître à ce moment-là de quoi que ce soit face à un fou? Bah, le problème, c'est que quand Kennedy et Khrouchtchev, ils ont négocié, il y avait quand même 2 cerveaux qui fonctionnaient l'un envers l'autre. Là, maintenant, comment voulez-vous que Poutine puisse causer avec Biden? C'est-à-dire ça n'amène pas grand-chose. Le type, la moitié de temps, il ne sait pas de quoi il parle. Donc vous avez en face, effectivement, c'est pas un fou, c'est un dément. Donc, il y a là, et ça, je rends directement responsable le Parti démocrate qui a menti, tous les médias américains qui, pendant 4 ans, ont menti au peuple américain en leur faisant croire que ce type était sain d'esprit, alors qu'il savait très, très bien qu'il avait déjà des profonds problèmes à ce niveau-là, de mentaux. Et de maintenir ce type au pouvoir. Et le gros danger, c'est ce que disait Mercouris en été. Il disait, mais vous vous rendez compte, ils disent il est incapable d'être candidat. Par contre, il peut encore diriger pendant 6 mois, parce que c'était l'été, n'est-ce pas? Il peut encore diriger pendant 6 mois les États-Unis. Non, mais attendez, excusez-moi, mais si quelqu'un n'est pas à mesure. Avec les codes nucléaires. Avec les codes nucléaires. Ouais. C'est bien plus grave de lui donner le pouvoir des États-Unis pendant 6 mois que de lui permettre d'être candidat. Donc, je veux dire, c'est complètement fou. Ça. Et là, Mercouris disait, vous verrez, les 2 mois entre le moment où Trump était élu et le moment où il prend ses fonctions, ces 2 mois, c'est les mois de tous les dangers pour cette planète. Ça va être terrible. Faites attention. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors moi, je vous conseille ce monsieur Alexander Mercouris. Vous allez sur YouTube, tapez Alexander Mercouris. Et tous les soirs, 1h30 sur la situation en Ukraine en particulier, le Moyen-Orient, le monde entier, géopolitique. Et le gars, il a une vision des choses qui est absolument exceptionnelle. Il se trompe rarement. Il donne le statut, par exemple, de l'information. Ce que j'aime bien, il dit, ça, c'est une info sûre, absolument certaine, c'est avéré. Ça, il y a un gros doute. Il dit à peu près le pourcentage, mais il dit, ça, c'est un gros doute. Je vous l'ai dit, mais attention, prenez avec des pincettes. Et puis, alors, il dit, ça, c'est faux. Ça, c'est une information qui vient de sortir, elle est fausse, et il prouve que c'est faux. Donc, ça, c'est du journalisme. J'aime bien parce qu'il donne le statut de l'information. Il ne vient pas raconter n'importe quoi en prenant ses vessies pour des lanternes. Ça, j'aime bien. Et c'est pour ça que ce gars-là, je l'écoute. C'est une source d'information absolument exceptionnelle. Mais je reviens sur l'irrationalité du joueur. Est-ce que dans ton livre, Cendre rouge, justement, sur lequel on a des maîtres d'échecs et où toutes les parties et toutes les possibles sont envisagées. Tu as un nouvel éditeur, je crois, d'ailleurs, sur ce livre. Tu peux peut-être nous dire, parce que ce livre est vraiment fameux, il faut le lire absolument. Voilà, c'est le Brinkhouse Verlag, parce que je l'ai publié en France, mais l'éditeur, je crois qu'il est parti en faillite, donc il n'existe plus. Alors, je l'avais publié, la version française a été publiée en même temps en Suisse allemande, mais on le trouve sur Amazon. Amazon, vous tombez Cendre rouge, Fraisinger, c'est bon, vous l'avez. Et alors, justement, quelle est la partie, comment jouer une partie d'échecs face à déjà des Yankees qui, eux, jouent au poker, des crétins de plateau qui parlent tous les jours du bluff de Poutine, qui n'ont juste pas compris que Poutine n'est pas un joueur de poker.
Le bluff, ça marche au poker. Ça a jamais le bluff ne marche pas au jeu d'échecs, pas avec des grands maîtres en face. Donc, quelle est moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'il dépend tout de même si en effet il montre que il est en mesure d'escalader hors nucléaire ou sans frapper les territoires de l'OTAN. Les autres, semble-t-il, sont prêts à aller jusqu'où? On parle de bombes sales, on parle en effet maintenant de donner des armes nucléaires, semble-t-il, à Zelensky. Mais enfin, là, il sera bien. Là, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il pourrait y faire? Moi, je vois, vraiment, c'est très inquiétant. Hein. Je trouve très inquiétant la situation. Alors, ce qui est inquiétant, c'est ça, c'est de livrer des armes nucléaires, parce que je pense que leurs bombes sales, ils ne l'auront pas avant la prise de pouvoir de Trump. Donc, ça ne jouera pas. Par contre, on peut imaginer que s'ils livrent vous pouvez mettre des têtes nucléaires sur les missiles qu'ils leur livrent, hein, les missiles qu'ils ont actuellement, les Attackams, vous pouvez mettre des têtes nucléaires. Hein. Donc, à ce moment-là, oui, alors là, c'est ça qui. Vous imaginez si demain, un tel missile tombe sur une ville russe avec une tête nucléaire? Et d'où vient cette information? D'où vient cette information? Alors, pour le moment, je vais aussi donner le statut, je ne suis pas encore certain que ce soit vrai, mais ça commence vous savez, il y a toujours, vous sentez tout à coup dans la blogosphère une information qui tourne, elle peut être vraie, elle peut être fausse. Alors moi, j'espère que ce soit faux, que ce ne soit pas le cas. Puis ensuite, il faut encore voir, parce qu'il y a des garde-fous quand même aussi aux États-Unis pour ça. Le Pentagone. Il y a le Pentagone qui va pouvoir réagir. Mais il y a peut-être, moi je vais vous dire, à un certain moment, je crois que Trump va devoir prendre ses responsabilités. Je ne sais pas s'il peut, à un certain moment, puisqu'il a maintenant un nouveau pouvoir dans les chambres, faire un impeachment rapide de Biden pour empêcher le pire ou un truc dans ce genre. Je ne sais pas s'il a des instruments qui pourraient lui permettre d'influencer tout ça avant même sa prise officielle de pouvoir. Je ne sais pas. Mais on a l'impression qu'il y a une provocation. On a l'impression, Oscar, qu'il y a une provocation des civils, même vis-à-vis des militaires. Hier, le porte-parole John Kirby, qui par ailleurs est un néoconservateur, annonce que oui, ce que tout le monde sait, mais ce qui ne doit pas se dire, parce que c'est une terrible provocation, annonce que oui, ce sont bien des Américains qui programment les attaques EMS. Ce sont bien eux qui ciblent et programment les cibles. Ce qui est une terrible provocation. Cette provocation, elle est à l'égard de qui? De Poutine, en partie, mais elle parle aussi aux militaires. Ce civil vend les militaires. C'est-à-dire que moi, je n'exclus pas, même si on est dans des hypothèses, depuis le début, je pense que, comme ça a pu arriver peut-être un certain 11 septembre, j'en dirai pas plus, je pense qu'actuellement, l'État profond américain est fortement divisé. Qu'il y a une guerre intense et interne que nous ne voyons pas entre les détenteurs du pouvoir au Pentagone et le département d'État. Et peut-être aussi certains services comme la CIA. Et je rappelle ce fameux 11 septembre, cet étrange avion qui était tombé sur le Pentagone et qui a fait bien sûr qui a beaucoup fait pour la création même de la sphère complotiste. Donc, lorsque la guerre commence en Ukraine, les Américains ont provoqué jusqu'à ce que les Russes ne pouvaient plus faire autrement. Mais ensuite, c'est comme à l'école, vous avez le gars qui hurle quelque part dans la classe, le prof le punit, mais c'est celui qui le pinçait ou qui le piquait avec une aiguille derrière, qui en fait, qu'on n'a pas vu, et puis qui a amené l'autre à se retourner en lui envoyant une claque. Donc, et puis, on punit le faux, quoi. Et là, c'est exactement ce que les Américains ont fait lorsque cette guerre a démarré. D'accord. Pourquoi? Parce que la politique des Américains, c'est toujours dire, mais regardez comme ils sont agressifs, ces gens-là. C'est lui, regardez, c'est Poutine, l'agresseur. Il fallait que ce soit lui l'agresseur. Maintenant, dans le jeu de l'atome actuel, il faut que ce soit les Russes qui soient les premiers à envoyer la bombe atomique. Là où Poutine, joueur d'échecs, leur a alors posé un problème maintenant, c'est par ce Oreshnik, par ce missile qui n'est pas nucléaire, mais qui est dévastateur. Et donc, c'est un degré d'escalade, oui, mais qui reste dans les limites. Et les Américains veulent absolument que les Russes soient les premiers à envoyer une bombe atomique. Mais
attendez, Poutine n'a aucun intérêt d'envoyer une bombe isolée sur l'Occident. S'il envoie les missiles, il envoie tout. Non, mais c'est tout d'un coup. Mais bien Tu vas sûr, avoir mais bien sûr. bah oui. Donc c'est complètement con. Et c'est parce qu'il est quand même pas idiot. Il va pas envoyer un missile. Il dit je vais vous avertir. Puis ensuite les autres vont faire démarrer tout leur arsenal. Et lui il se retrouve. Tu sais que c'est la théorie défendue à Saint-Cyr à l'école de guerre à l'origine en 2017 par Macron, peu de temps après sa prise de pouvoir. Ce dingue, j'ai les éléments hein, pour ceux qui en douteraient. Il disait que il y aurait, il se mettait dans la situation. Il était déjà fou allié, comme Biden était déjà sénile dès 2020. Il se mettait dans la situation d'un ultime tir de semonce nucléaire. Il l'a théorisé à l'école de guerre. Hein. J'ai les documents, Macron. Il pense qu'on peut, une frappe nucléaire étant un dernier coup de semonce. C'est-à-dire qu'il y a quand même. Là-haut, il y a des soucis. Et il sait très très bien quelles sont les intentions en face. Il sait très très bien où est la ligne rouge. Lui, il sait ce qu'est une ligne rouge. Les gars d'en face n'ont pas compris. Mais lui, il sait. Donc, je ne pense pas qu'il va la franchir, celle-là. Il va trouver des moyens. Je veux dire, si, par exemple, admettons, quand j'ai parlé de cette base anglaise là, à Chypre, mettons, il envoie un missile de ce type-là sur cette base et il éradique cette base. Ben, l'article 5 de l'OTAN, c'est une attaque sur le territoire national d'un des membres de l'OTAN. Et là, c'est juste une réponse asymétrique des Russes à travers un proxy en plus. Ce ne sera pas les Russes qui envoient le missile. Donc, ça sera difficile de déclencher l'article 5. Et puis, d'autant plus qu'il faut l'unanimité. Donc, là, il échappe. Mais par contre, vu les dégâts, vu que ça aura fait très mal, peut-être que ça limitera les velléités du camp de l'OTAN à continuer à vouloir escalader la situation, faire escalader la situation avant que Trump vienne au pouvoir. Donc, il est obligé quand même de faire quelque chose. Je ne pense pas qu'il puisse ne rien faire. Et puis juste descendre 5 missiles sur 6 ou 4 sur 5 quand il peut, mais parce qu'il y a un moment donné, et ça c'est ce que les Ukrainiens cherchent, hein, c'est à trouver un moyen de faire des dégâts supérieurs. Maintenant, le problème qu'ils ont, c'est quand même le suivant, c'est que courent ce qu'ils peuvent parce que c'est proche du front, puis que les batteries anti-aériennes russes, elles sont plutôt reculées pour ne pas être trop menacées par l'armée ukrainienne. Donc, ces villes qui sont très proches du front, elles sont plus vulnérables que ce qui se passe plus loin. Plus loin, c'est plus facile d'empêcher. On a vu sur Briansk, hein, là, il n'y a quasiment rien eu. Ils ont descendu les 6 000. Ils l'ont juste endommagé, 5 ont été descendus. Puis là, ça a donné un petit incendie, il n'y a pas eu de victimes. C'est sans importance. Maintenant, sur course, je crois que ça fait un peu plus de dégâts. Donc, est-ce qu'il peut continuer à laisser l'Occident faire cela en se disant il prépare une réponse. Là, il prépare une réponse. Il l'a annoncé hier. J'ai l'impression qu'il est obligé de réagir, mais il va réagir d'une manière peut-être que même nous arrivons peut-être pas même à imaginer maintenant. Je ne sais pas comment il va le faire, mais il va trouver un moyen qui évite disons, de franchir cette ligne rouge qu'est cet article 5 de l'OTAN. Parce que, alors là, mais encore s'il le fait, il faut que tous les pays, et là j'imagine mal l'Allemagne, la Hongrie, j'imagine, il y a plein de pays maintenant, je les imagine très très mal donner leur accord pour une guerre en bonne et due forme contre la Russie. Donc, il peut aussi jouer là-dessus. C'est difficile à savoir ce qu'il fera, mais je partage votre avis, il va quand même devoir faire quelque chose, ne serait-ce que pour son opinion publique. Lui aussi a une opinion publique derrière lui. Et ces gens-là, ils commencent à en avoir un peu assez de cette arrogance de l'Occident et de cet interventionnisme, alors que la guerre pour l'Ukraine, soyons clairs, elle est perdue. On peut juste prolonger l'agonie du malade. Ils sont juste en train de l'intuber, hein, et puis d'essayer de lui refiler de l'oxygène pour qu'il passe encore une journée, et puis peut-être encore une. Mais ils sont dans les derniers retranchements. Et sans le soutien, c'est clair, si Trump il arrête de livrer des armes à partir du mois de janvier, c'est terminé. Les Ukrainiens, ils font quoi? C'est pas avec les armes que leur livreront les Occidentaux, les autres membres de l'OTAN, qu'ils arriveront à subsister longtemps. Hein. Dernière question, Oscar, avant
d'accepter, et il est déjà dans le sas, François Martin, que beaucoup d'internautes attendent aussi, le géopolitologue. Peut-être quelques mots très courts sur le cessez-le-feu au Liban. Est-ce que justement l'acteur irrationnel, le fou dont on parlait dans ce jeu, aurait fini par retrouver un peu ses esprits au travers ce cessez-le-feu Non, vous savez, à un certain moment, depuis cette nuit, 4 heures du matin. Quand les deux belligérants ont plus à perdre à continuer à se taper dessus qu'à gagner, ils s'arrêtent. Mais les deux, parce que, soyons bien clairs, le Hezbollah n'a pas un intérêt à ce que ça continue parce que ça déstabilise complètement le Liban, puis ça risquerait de créer une sorte de guerre civile au Liban même. Donc, eux aussi, ils doivent faire attention à leur position qu'ils ont. Ils ont une position dominante. C'est vrai, au niveau de la démographie, c'est ça qui leur a permis de prendre quand même ce pouvoir qu'ils ont au Liban. Mais s'ils veulent préserver cette position, etc., ils sont quand même obligés à un certain moment, si une possibilité de cesser le feu existe, d'accepter. Et les Israéliens, ils sont enlisés. Ils sont en ligne, ils peuvent envoyer les missiles qu'ils veulent. En plus, au niveau du monde entier, maintenant, c'est devenu les barbares de premier ordre. Donc, l'image d'Israël dans 3/4 des pays du monde, c'est une catastrophe. Donc, ce pays, c'est considéré comme des génocidaires, des gens sans foi ni loi. Et en plus, moi, je pense, ce qui a pesé dans la balance, c'est ce mandat d'arrêt contre Netanyahou de la Cour internationale. Alors ça, je pense que ça a pu avoir aussi une influence, hein, j'imagine, parce que c'est quand même pas agréable quand on est le président d'Israël, les anciennes victimes de la Shoah, qui se retrouvent condamné, enfin disons, oui, quand même, il y a un mandat d'arrêt pour crimes de guerre et tout ça par la Cour de justice internationale. Ah bon, c'est tout à coup le gentil qui est clairement désigné comme étant le méchant. Et puis alors, les Américains qui disent, alors nous allons maintenant sanctionner tous les pays, sanctionner tous ceux qui seraient d'accord avec ça. L'Allemagne qui dit, on ne va pas respecter le mandat d'arrêt, le mandat d'amener. Si Netanyahou vient sur le territoire allemand. C'est marrant parce qu'alors, ils ont tous critiqué la Mongolie, puis maintenant, ils veulent sanctionner la Mongolie parce qu'ils n'ont pas arrêté Poutine quand il était sur leur territoire. Ça, c'est marrant. Alors, tout ce qui va pour Poutine, ça ne va pas pour Netanyahou. Et quand c'est absolument... C'est ce double langage qui est maintenant... qui a été complètement révélé, que c'est le pays... la fourberie anglo-saxonne a été démasquée, mais absolument de manière évidente. Donc Israël se retrouve coincé, enlisé. Il y a quand même des dégâts. Il y a quand même des milliers d'Israéliens qui ne peuvent plus habiter dans leur maison parce qu'ils ont dû les retirer de la ligne qui est trop proche du front. Les autres, ils doivent aussi veiller à ne pas perdre complètement prise par rapport à leur situation au Liban. Donc les deux, quelque part, avaient un intérêt à se dire, bon, on arrête de faire les cons, puis on essaye de garder nos positions. Et voilà, puis l'idée de mettre l'armée libanaise au milieu, oui, bon, ok, c'est pas une armée, je dirais, qui fait peur à grand monde, mais enfin, bon, ça serait une sorte de... C'est mieux que l'ONU, disons que c'est plus acceptable, soit pour les uns, soit pour les autres. Mais en attendant, les armes se taisent depuis ce matin, je crois que c'est à 4 heures du matin, les armes se taisent. C'est ça de gagner, c'est ça de mort en moins. Faut saluer déjà un pas dans le bon sens, quoi. Merci beaucoup. Merci Oscar pour cette participation. Je te souhaite une bonne journée et puis on te retrouvera très rapidement et entre autres dans les nouvelles formules de ces matinales qui débuteront la semaine prochaine et dont on parlera petit à petit à nos internautes. Merci Oscar, passe une bonne journée. Merci et une bonne journée, tout bon. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.